Le webinaire va être enregistré. Donc, bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce troisième webinaire de la communauté Living with Rivers. Donc, aujourd'hui au programme, nous avons une riche table ronde et partage d'expériences autour du sujet des projets culturels, de sensibilisation et événementiels. Donc, comment sensibiliser le grand public à la cause et aux enjeux des fleuves. Et pour répondre à cette vaste question, nous aurons cinq intervenants et intervenantes, à commencer par Jeanne Favra de Drôme Environnement Territoire Culture. Suivra la présentation de Marianne Salmon pour Troisième Rêve Théâtre de la compagnie Michel Talaron. Monsieur Michel Podolac pour l'association Tchendoukoua ici et ailleurs. Monsieur Plénacoste pour la sauvegarde du Célé. Et enfin, on terminera par Marie Garnier pour l'association Karama. À l'issue des cinq interventions, on aura un petit temps d'échange de questions et réponses et on aura une conclusion avec une mise en perspective par Madame Laurence Baronne de l'association ARS Longa. Sur ce, on va pouvoir attaquer notre table ronde. Je rappelle juste à tous les intervenants que vous avez entre 5 et 8 minutes pour vos présentations. Et donc, je vais pouvoir vous laisser la main, à commencer du coup par Jeanne Favra. Oui, un petit mot effectivement. euh, Pour la traduction, voilà, ça a été mis dans le chat, mais il est possible donc de rejoindre la présentation en langue anglaise via l'icône interprétation. If we speak English, we can join the webinar with English language with to click on interpretation and choose English. Bien, Jeanne, c'est à toi. Merci. Oui. Est-ce que tu peux juste préciser si tu fais défiler toi Oui, les oui, slides? oui, tout à fait, c'est ça. Je vais faire défiler moi les slides. Il faudra juste me faire un petit signe. Je serai vigilante. Ok, ça marche. Eh ben, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui le festival Les Yeux dans l'eau. Donc moi, je suis Jeanne Favra, je suis chargée de mission pour l'association Drôme ETC. Alors pour commencer, tu peux changer les slides. Je voulais simplement vous faire un très bref historique de l'association, alors le précédent, ouais, du festival qui est né au bord de la Drôme en 2018 euh, et qui a donc depuis sa première édition en juillet 2019 eu, mis à part l'année Covid, 6 éditions. La dernière s'étant déroulée en mars dernier. Euh, alors, qu'est-ce que c'est le festival Les Yeux dans l'eau? Tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Alors, le festival Les Yeux dans l'eau, comme je vous ai dit, il est né euh, au bord de la Drôme en 2018 et il est né d'un constat d'émerveillement par l'équipe fondatrice du festival, euh, de cet émerveillement de la rivière Drôme qu'on a la chance d'avoir sur notre territoire. Et avec l'idée, l'envie en tout cas, de célébrer la rivière Drôme et toutes les rivières de façon générale. Et l'équipe fondatrice étant très cinéphile, l'idée a été de s'appuyer sur le médium du cinéma pour, voilà, pour célébrer ces rivières et permettre en fait aux différents publics de découvrir les enjeux qui étaient liés aux rivières et plus largement à les thématiques de l'eau. Euh, le dernier pilier en fait du festival, c'est aussi l'approche sensible qu'on a décidé de mettre en avant. Le festival Les Yeux dans l'eau, c'est un festival de films qui n'est pas uniquement documentaire. Il propose tout un tas de films, que ce soit des comédies, des documentaires bien sûr, avec une approche scientifique, didactique, mais aussi des objets plus expérimentaux, avec l'idée en fait
à travers toutes ces différentes visions, de pouvoir aussi, comment dire, proposer des choses à tous les publics selon leur sensibilité et puis de leur permettre d'avoir des émotions très variées parce qu'on reste convaincu que pour connecter, reconnecter les différents publics à la rivière et aux rivières, eh bien, il faut aussi pouvoir leur procurer des émotions de joie, de parfois colère, d'humour, etc. Et que c'est que par cette approche que nous, en tout cas, on pense pouvoir voilà, reconnecter les publics à la rivière. Euh, et du coup, l'approche du festival, la démarche du festival, elle est guidée par différentes choses. Un fort ancrage sur le territoire, puisque la vallée de la Drôme est un territoire très dynamique avec des acteurs qui œuvrent beaucoup pour la rivière et pour la thématique de l'eau. Et du coup, l'idée, c'est de s'appuyer sur cette dynamique qui existe. Elle a une volonté aussi d'ouverture, puisque l'idée, c'est aussi d'essayer de sortir des cercles des convaincus, des personnes qui ont une forte sensibilité pour l'environnement, ce qui n'est pas toujours facile, j'y reviendrai ensuite. Elle a la volonté aussi, le festival a la volonté de créer des espaces de dialogue parce qu'on reste convaincu aussi que tout le monde sur le territoire est concerné par la rivière et que tout le monde devrait pouvoir échanger, discuter sur la façon dont la rivière, les rivières sont gérées, sont mises en valeur, valorisées sur notre territoire. Et puis, bien évidemment, comme tout événement culturel, l'idée, c'est d'avoir un souci permanent pour une programmation qui soit exigeante. Et même si, voilà, le cœur de notre programmation, c'est la rivière, les rivières et les thématiques de l'eau, on a toujours un souci important pour la dimension artistique de ce qu'on propose. Voilà, c'est quelque chose qui nous semble essentiel. Alors, je vais passer à la suivante, s'il te plaît, Marine. Alors, ce festival il est organisé avec une équipe de bénévoles qui est très impliquée. L'équipe de bénévoles travaille essentiellement sur la logistique et la programmation. Et la salariée vient, donc moi en l'occurrence, vient appuyer la dynamique existante et certaines missions comme celle de la recherche de financement et aussi le développement des partenariats est plutôt géré par la salariée. Donc, euh, et c'est vrai que du coup, voilà, c'est aussi un point d'attention à avoir puisque là, le festival, il se développe, mais ça dépend aussi d'une force salariée, ce qui peut poser problème aussi par rapport au financement. Alors, pour finir, j'essaye d'aller très vite parce que ça passe très vite, 5 minutes. Si tu peux passer à la slide suivante. Euh, le festival, il a voilà, des forces et des faiblesses. Alors, pour parler d'abord des freins, des faiblesses, il y a une vraie question qui se pose au niveau de la mobilisation du public, puisqu'on se rend compte que c'est quand même très difficile aussi voilà, d'attirer, de sortir de nos cercles de convaincus et d'attirer des nouveaux publics. Cette mobilisation parfois difficile, elle est aussi liée à la au dynamisme du territoire, puisque pour celles et ceux qui connaissent la vallée de la Drôme, on a une multiplicité de propositions et on est parfois, enfin, en tant que personne citoyen, citoyenne, on est parfois submergé par toutes les propositions qui existent. Et donc, c'est parfois difficile, c'est une chance, mais parfois aussi une difficulté pour les événements comme le nôtre. Et puis, bien sûr, il y a une forte difficulté au niveau des finances, puisque c'est très difficile de trouver des financements au niveau local qui soutiennent en fait simplement des événements. Et donc, on a aussi une obligation de diversifier nos activités, euh, ce qui est parfois aussi compliqué. Pour autant, pour contrebalancer aussi ces freins, on peut se reposer sur des compétences internes qui sont importantes, euh, notamment dans le domaine du cinéma, aussi sur le réseau qu'on a constitué au fur et à mesure des années.
C'est un territoire aussi propice, puisque comme je le disais, la vallée de la Drôme, c'est très dynamique et il y a beaucoup de gens qui sont aussi convaincus par l'intérêt de cette approche. Et donc, on peut compter sur eux, même si, comme je disais, c'est un peu à double tranchant. Il faut savoir quelle approche favoriser. Et puis, on reste convaincu aussi qu'une des forces, c'est en fait la démarche, puisque le catalogue de films qui existe pour parler de la rivière, il est très riche, mais en plus d'être riche, il est en constant renouvellement. La rivière et les rivières sont un thème qui est omniprésent dans le cinéma et on pense que voilà, que c'est vraiment quelque chose à creuser. Et puis pour finir, une des forces désormais du festival, c'est aussi d'avoir pu euh, développer des choses en milieu scolaire et on devient de plus en plus identifié comme aussi un acteur d'éducation artistique et culturelle, avec des propositions pendant le festival et en dehors, pouvoir aussi mobiliser le public scolaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de renforcer dans les futures années. Alors pour conclure, voilà, là on est en post-festival, donc on se pose beaucoup de questions. Il y a une vraie réflexion qui est en cours sur à la fois la forme du festival, mais aussi sur la programmation, sur la régularité du festival et puis sur la force bénévole qui porte cet événement. Pour autant, comme je disais, on reste convaincu que l'approche, elle intéresse. On a beaucoup de retours qui vont dans ce sens. Voilà, le tout, c'est de trouver, comme on reste un festival très jeune, c'est de trouver la bonne formule pour pouvoir s'intégrer dans cette dynamique, dans ce territoire très dynamique et répondre aussi aux envies des publics. Voilà, je sais pas combien de minutes j'ai fait, mais Très bien, très bien. Merci beaucoup, Jeanne, pour ces principaux, ces premiers, pardon, éléments de réponse à notre question. C'était clair et concis. Et j'en profite pour préciser que donc on prendra toutes les questions éventuelles à la fin de l'ensemble des présentations, mais que pour ne pas les oublier, si vous le souhaitez, vous pouvez d'ores et déjà écrire vos questions dans le chat et on y reviendra donc dans le temps dédié. Merci encore, Jeanne. Et donc, on va pouvoir passer à Marianne euh, Bonjour. pour du coup l'intervention euh, sur, pour la compagnie Michel Talaron. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, c'est super. Donc, merci. Alors moi, au niveau de l'ordre des slides, d'ailleurs, je ne connaissais pas ce mot avant le webinaire. C'est comme tu veux. Il y a pas d'ordre véritablement. C'est un peu, voilà. Au feeling, c'est un ensemble d'images qui illustrent un peu Mhm. la diversité de nos approches, de nos propositions. Voilà, Très donc moi bien. je suis Marianne, je suis une comédienne et je suis co-directrice de la compagnie donc, Troisième Rêve Théâtre, qui est une compagnie qui est située à Vienne, qui a une trentaine d'années d'existence maintenant. Et ça fait sur ces 30 ans une bonne quinzaine d'années qu'on a rencontré le fleuve, en fait, il était là, mais c'est nous qui peut-être ne le voyions pas toute sa puissance avant. Et donc, en fait, pour nous, le fleuve ou les fleuves, c'est pas tellement un thème, c'est plus devenu une sorte de partenaire de création et une sorte de source d'inspiration inépuisable. Et je me retrouve dans pas mal de mots qu'a employé Jeanne juste avant, parce que en tant que compagnie, voilà, notre cœur de métier, notre cœur de travail, pour ne pas parler de mission, c'est la création. En l'occurrence, nous, c'est la création théâtrale. On est sur une ligne de théâtre contemporain et également de ce qu'on appelle la poésie dramatique. Alors, c'est un peu des grands mots, mais en gros, ça veut dire qu'on travaille sur des textes d'une littérature qui est extrêmement riche et qui n'est pas forcément une littérature écrite au départ pour le théâtre. Et en fait, ce qui nous anime, c'est vraiment de partager. Tu as parlé tout à l'heure, Jeanne, d'émerveillement. C'est un des premiers mots que tu as employé. Et moi, j'ai bien aimé les mots que tu as employés, célébrer ou approche sensible et émotion. Voilà, j'ai noté tout ça parce qu'en fait, c'est vraiment cette matière que nous également, on a envie de partager avec le public parce que c'est ce que l'on ressent aussi bien dans notre propre expérience corporelle et charnelle des paysages fluviaux que dans ce qu'on peut ressentir aussi à la lecture d'un certain nombre d'écrits, d'auteurs. La littérature, tu parlais du cinéma, ben nous, la littérature regorge aussi de textes, d'écrits,
littérature universelle et de tous les temps, la figure fluviale est extrêmement présente. Nous, ce qui nous intéresse en fait à travers donc nos propositions qui prennent la forme aussi bien de spectacles que de petites formes comme ce qu'on voit là sur la photo, par exemple, ce sont des lectures qu'on appelle lectures fluviales. On en a beaucoup essaimé le long du Rhône, entre la source et l'embouchure, depuis une quinzaine d'années, dans toutes sortes de sites. Ce qu'on essaye de partager, c'est une sorte de dialogue qu'on trouve vraiment dans la littérature lorsque le fleuve est évoqué, un dialogue entre le fleuve réel et le fleuve rêvé, entre la dimension un peu immédiate, concrète, matérielle du fleuve, c'est-à-dire que le fleuve, c'est un foisonnement de propositions, de sensations, de paysages visuels, sonores et olfactifs vraiment inépuisables. Et en même temps, quand on évoque le fleuve, comment dire, quand on écoute les poètes, les auteurs évoquer le fleuve, on a toujours l'impression qu'on parle du fleuve, mais on parle aussi d'autre chose que du fleuve. On parle d'un métafleuve. Donc on aime bien essayer de partager cette espèce de dialogue entre paysage extérieur et paysage intérieur. Comment, quand on parle du fleuve, finalement, on a l'impression qu'on parle toujours un peu d'autre chose, on parle de l'homme. Et le fleuve, c'est une matière métaphorique aussi, un peu inépuisable, qui nous permet de parler aussi bien de la vie, de la mort, de la traversée vers l'autre rive, qu'est-ce que ça veut dire, l'exploration des profondeurs, etc. Donc on a beaucoup, nous, en fait, on travaille dans un certain nombre de lieux. On aime bien aller hors les murs, proposer des choses dans des lieux qui ne sont pas forcément dédiés au théâtre. Donc ça peut être des musées, comme là par exemple le musée Arlantique, où on a travaillé à côté de cette barge qui est sortie du Rhône et qui a des milliers d'années et qui est comme une espèce de vieille dame chargée de mémoire. Donc en fait, on... je me perds un petit peu, mais je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Je peux laisser prendre par l'évocation des photos. Je me suis perdue. On parlait de la dimension un petit peu métaphorique Oui, qui voilà, c'est avait ça. attrait au fleuve et des différents éléments qu'on pouvait aborder à travers ce sujet-là. Exactement ça, merci. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'aller à la rencontre des lieux qu'offre le fleuve, donc ça peut être des musées, ça peut être des réserves naturelles, ça peut être des sentiers, ça peut être des sites patrimoniaux plus ou moins identifiés, etc. À chaque fois, pour nous, ce sont des écrins, ce sont des espaces scénographiques différents et nouveaux et qui nous proposent, qui nous offrent de la matière et on va tisser nos créations dans une sorte de dialogue avec ce que le fleuve en fait nous propose comme matière. Et là, par exemple, si je parle de ce moment au musée Arlantique, on était en résidence pendant 6 mois à un moment où il y a eu une exposition qui s'appelait Camargue, archéologie et territoire, qui était faite par des historiens, des géomorphologues, des archéologues, etc., qui abordaient donc cette histoire de la Camargue. Et en fait, nous, on a essayé de faire un pas de côté et d'aborder les choses à travers donc la littérature en s'appuyant finalement sur cette, comment dire, ce thème de l'archéologie subaquatique. Qu'est-ce que ça nous évoquait, nous, en termes de descente dans l'inconscient, d'exploration des profondeurs, de quête de trésors cachés, etc. Donc voilà, on est toujours dans ces tissages entre le réel et le rêvé, le fleuve physique et le fleuve métaphysique. Voilà, avec une forte place forcément donnée du coup à l'imaginaire et au sensible. Donc moi, ma présentation, elle n'est pas très scolaire, excusez-moi, je n'ai pas suivi, j'avais bien préparé, mais j'arrive pas à suivre les points. Pas de Mais en souci. gros, je rebondis vraiment sur ce que disait Jeanne, c'est-à-dire qu'on est un peu... c'est cette conviction que pour sensibiliser, c'est vrai que l'émotion est un vecteur important et que finalement l'enjeu, c'est peut-être de toucher, de partager avec le public un rapport aussi à la beauté, tout simplement, c'est revenir à des choses parfois très, très simples. Donc la littérature et la poésie permettent ça. Si je, bon, après voilà, notre initiative, nous, c'est le fleuve à voix haute parce que bon, on a l'impression qu'en tant que praticien de l'oralité, la poésie peut peut-être permettre aussi de donner la voix, de porter la voix des fleuves et de sensibiliser à un certain nombre d'enjeux également.
Euh, En une petite minute, du coup, quelles ouais, seraient les forces et les freins bah, cette initiative et des différents projets que vous pouvez mener en ce sens-là? les forces, je pense que c'est ce que j'ai essayé de développer, c'est-à-dire que les retours qu'on a de nos expériences ou du public, c'est qu'on sent que quand les gens sont touchés, ils nous font des retours du genre, voilà, cet endroit, ce lieu, ce fleuve, je le connais depuis des années. Et là, le fait de le faire résonner avec ces textes, avec ces propositions artistiques, tout à coup, il a pris une dimension magique, je le vois autrement, etc. Donc, pour nous, c'est un peu ça la force, c'est que l'idée, c'est d'élargir un peu nos regards, de renouveler nos perceptions, et peut-être de réenchanter aussi notre relation au fleuve. Les freins, bah, c'est également, bon, tout bêtement, on a quand même des difficultés souvent au niveau des moyens avec lesquels on arrive à travailler. Bon, ça, le contexte budgétaire actuel ne favorise pas beaucoup ça au niveau de la culture en général. Et puis l'autre frein qui est lié, c'est qu'on est une toute petite équipe et que parfois, voilà, au niveau de la possibilité de réaliser vraiment les projets tels qu'on les imagine, on est parfois un peu freiné par ça. Euh, voilà. Et j'ai pas pu développer tout ce qu'on fait. On a beaucoup d'approches participatives, de travaux où on invite les habitants d'un territoire aussi à s'emparer du processus créatif pour créer des spectacles avec nous, etc. Mais voilà, je peux pas tout dire. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, c'était de la même façon très riche. Euh, Merci beaucoup. Voilà, je passe, il restait Voilà, ça quelques c'est par slides. exemple les derniers projets participatifs qu'on a fait avec les habitants du Pilar rhodanien, donc des spectacles au bout d'un an de travail qui sont très exigeants pour les gens. Voilà. Mais ça, effectivement, ça, j'ai pas le temps d'en parler. C'est un autre volet, mais on Ouais. pourra y revenir dans les questions Oui, si voilà, il y a des questions en ce sens-là. Merci beaucoup. merci. Et du coup, je vais maintenant accueillir Michel pour l'association Chendukwa. Bonjour à toutes et à tous. Je crois qu'il y a déjà Bonjour. une slide d'entrée, Hop, voilà. Marine. Mes slides, ça va défiler assez vite, hein. Oui, Donc, très voilà. bien. Donc, Chendukwa est une ONG qui a été créée en 1997 par Eric Julien suite à Alors, il y a des petites difficultés avec le réseau. une On rencontre vous avec entend les pas très peuples, bien. avec le peuple Kogi notamment. Vous me dites si c'est mieux. Ah, Là, évidemment. c'est mieux, effectivement. Merci. OK. Nous travaillons avec les Kogi qui vivent dans le nord de la Colombie. Donc, vous avez ici l'Amérique du Sud, la suivante, s'il vous plaît. Sur, vous m'entendez? Oui. Oui, oui. Sur la Sierra Nevada de Santa Marta, qui est donc un massif côtier, le plus haut massif côtier du monde, qui culmine à 5800 mètres. Et la suivante, s'il vous plaît. Donc, au bord de la mer des Caraïbes. Et donc vivent sur cette montagne des peuples descendants des Terona, un grand peuple une grande civilisation précolombienne. Et la particularité de ce massif, c'est qu'il y a 42 kilomètres entre le sommet de la montagne et le bas, et que dessus, il y a 15% des écosystèmes mondiaux qu'on retrouve nulle part ailleurs. Donc c'est vraiment un des plus importants hotspots de biodiversité de la planète. Et donc il y a 4 peuples qui vivent sur la Sierra. Kogi, Wiwa, Arhuaco, Coamo, Chendukwa travaille avec les 3 premiers, le quatrième, malheureusement, étant déjà trop acculturé, je dirais. Alors, je crois qu'on avait enlevé. Donc, ça, c'est notre organisation. On va passer très, très vite. Donc, il y a en France une équipe salariée et un CA complet, une équipe en Colombie également, et une équipe en Suisse. Je ne comprends pas pourquoi c'était. Je crois qu'on avait supprimé ça. Voilà. Et une équipe en Suisse qui travaille, tout ce monde-là travaille donc sous 3 entités différentes juridiques. Alors, nos 3 champs d'action principaux, le premier, c'est la restitution de terre. Donc, ça fait 27 ans qu'on rachète de la terre. On en est à non plus à 2600, mais ça a un petit peu monté depuis, pas depuis que la slide a été faite, mais j'ai récupéré une slide, hein, peut-être pas tout à fait à jour, mais on est à plutôt 2800 et quelques. Et donc, alors non seulement on rachète de la terre, mais elles sont restituées donc au peuple de la Sierra, donc les Kogi, les Wiwa, et on les accompagne dans leur réinstallation également. Et donc, ces terres sont restituées, c'est-à-dire qu'elles ne nous appartiennent pas du tout, évidemment, et les terres qui sont rachetées sont choisies par eux. Deuxième action, c'est l'action centrale, préservation de la culture, là qu'on a des actions sur le territoire. Donc,
pour les accompagner dans la régénération des écosystèmes et dans leurs pratiques traditionnelles qui auraient une tendance à se perdre, puisque vous pouvez imaginer que les Kogis sont comme tous les peuples autochtones du monde, étant en contact avec notre civilisation. Il y a ceux qui sont très en contact et qui ont un peu trop de téléphones portables et de moyens et d'envie de consommer, et puis des peuples, ceux qui maintiennent la culture, qui sont plus dans la montagne et, et qui ont besoin d'être accompagnés. Et enfin, troisième volet, donc le troisième rond, c'est donc, le dialogue entre les sociétés racines et les sociétés modernes, on pourrait dire les nôtres. Après, on peut s'interroger sur qu'est-ce qui est moderne ou pas moderne. Hein, et, euh, et donc, on a fait donc un pari de dialogue, et si on peut avoir la suivante, un dialogue partant de cette phrase déjà de Claude Lévi-Strauss qui dit qu'en fait, eux vont répondre simplement au même problème que nous, mais avec une autre façon. Cette façon, c'est la façon des Mamous, notamment, les Mamous qui sont les autorités ancestrales qui ont la particularité d'être formés dans le noir pendant 18 ans, donc de développer toute une connaissance, non pas livresque des choses, mais une connaissance sensible des choses. Et donc, avec une vision très holistique, là où nous avons une vision beaucoup plus livresque et beaucoup plus silo. Et donc, à la demande des Kogis, je veux bien la suivante, hein, Marine. À la demande des Kogis, on a eu cette invitation des mammouths de Miguel. Miguel, c'est un grand mammouth Kogi qui vit dans la montagne. Et voilà, qui nous dit, avec ce que vous savez, est-ce que vous savez, on pourrait peut-être, et si on se parlait, quoi, grosso modo. Alors déjà, c'est un acte incroyable de dire que des gens qu'on a massacrés quand même ignominieusement, on les a quand même bien massacrés, et ils continuent à nous tendre la main pour dialoguer. C'est une chose qu'on retrouve chez d'autres peuples racines, en l'occurrence. Et donc, ça a donné ce qui va suivre maintenant, deux diagnostics croisés, un premier dans la Drôme précisément, sur le territoire donc le territoire présenté par Jeanne tout à l'heure, et un deuxième qui s'est passé sur le Rhône et là qui nous fait des liens directement avec Marianne. C'est bien fait quand même, l'enchaînement, Marine, formidable. Euh, Effectivement, on est invité 5 représentants Kogi, donc le gouverneur plus 2 hommes et une femme, Mamou et Saga pour une femme, on dit Saga, à descendre le Rhône en compagnie de scientifiques depuis la source, c'est-à-dire l'embouchure, non, pardon, la source, c'est-à-dire le glacier du Gothard qui dessert accessoirement à la fois le Rhône, mais également le Rhin, le Danube et le Pô, donc un des glaciers majeurs d'Europe. Et on les a invités à descendre tout le long du Rhône. Donc là, vous voyez sur la photo le glacier précisément, et vous avez non, dans l'autre sens, ça va trop vite. Voilà. Là, ils ont fait un tour sur le Rhône en bateau. Vous voyez donc ici en haut de nouveaux glaciers. Donc là, ils sont déjà avec des scientifiques. Là, ils sont descendus sur le Rhône au niveau de Genève. Et puis ensuite, bas, l'image suivante, c'est une rencontre, un passage à la jonction entre l'Ain et, pardon, j'ai oublié ça, entre l'Ain et le Rhône, mais en passant par le CERN, donc le laboratoire de physique nucléaire. Et donc, vous voyez sur la photo en haut à gauche, deux scientifiques à côté des Kogi. Il faut vous dire que la rencontre a été assez étonnante, puisque vous aviez vraiment la confrontation entre une science très dure, celle des scientifiques de chez nous, qui exclut l'humain de tout mode de pensée, et la science Kogi qui est montrée ici par le gouverneur à travers ce petit dessin qu'il a fait avec 9 cercles qui représentent les 9 niveaux d'énergie que les mammouths savent manipuler, ce qu'ils disent en tout cas. La suivante, c'est Marine. La suivante, donc nous sommes sur l'Ain, puis on va continuer à descendre. Un peu plus bas, suivante. Euh, Voilà, là vous avez une photo intéressante. Cette photo, bon, là on est arrivé, ça y est, on est arrivé. Bon, on ne fait plus marche arrière, c'est bon. Nous sommes arrivés donc donc là cette fois en Camargue. Nous sommes arrivés en Camargue. Et là vous voyez sur la deuxième photo, la photo du bas, donc sur la photo du haut, Lise Fabreau qui aurait dû être à ma place aujourd'hui, qui a finalement un empêchement majeur. Et alors, sur la photo du bas, vous les voyez au bord donc, de la Méditerranée, et avec une équipe de tournage. Et en passant, on s'est dit que tout ça ne pouvait pas passer comme ça. Et donc, il y a un film qui a été tourné, réalisé par Alexandre Boucher, donc il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images qui ont été tournées. Et ce film au Théâtre de la Concorde à Paris,
Il va être joué ce soir. Là, vous avez une image du théâtre de la Concorde. Euh, et il va être joué ce soir à Redon, en Bretagne, et puis encore un autre endroit demain. Le distributeur présent dans la salle à Paris. Et le distributeur a décidé donc de nous accueillir et de prendre le film en distribution. Donc on a une chance de pouvoir le diffuser au niveau déjà Super. Il nous dans un reste premier temps de la France, la Suisse et la Belgique. Voilà. Il nous reste une petite minute Ouais. pour conclure. Est-ce qu'en Bah, une petite minute, ouais, on peut avoir justement quelles étaient ouais, peut-être les forces et les freins également du fait de monter ce film à l'issue donc de ce voyage que vous avez pu réaliser avec ouais. les Kogi? Alors, je dirais que la force de ce projet, d'abord, c'est qu'il parle. Il parle à tout le monde, que cette notion de dialogue qui finalement dépasse le fleuve, et là, le fleuve était une manière d'aborder la chose, mais cette notion de dialogue avec une société qui nous propose une autre vision du monde est une chose essentielle, avec la difficulté finalement, comme d'avoir d'un côté une vision scientifique, rationnelle, visible, mesurable, quantifiable, qui se met sur Excel, et de l'autre côté, le monde de l'invisible, celui qu'on va retrouver dans l'artistique, évidemment, et je suis du milieu artistique, je vois très bien de ce qui a pu être évoqué, évidemment, précédemment, donc où on touche l'invisible, et comment on fait dialoguer finalement le visible et l'invisible, c'est vraiment une des grandes difficultés, on retrouve ce que nous a dit Marianne précédemment. La grande difficulté, c'est aussi comment convaincre les scientifiques de sortir de leur laboratoire, parce qu'il y en a qui sont complètement acquis, il y en a d'autres qui sont venus pour voir, et puis il y en a qui ont dit non, non, tout ça c'est bullshit, tout ça ça se prouve pas, donc c'est pas valable, et là on a vraiment un problème. Peut-être dernier point, c'est force d'avoir travaillé sur un fleuve, c'est que les Kogi et les peuples de la Sierra ont une vision complexe et anti-sage, un mot qui a été prononcé aussi. Il y a des petits problèmes de réseau. C'est-à-dire que chaque Malheureusement, là, territoire a une tête, un corps et des pieds. Et c'est exactement ce qu'ils ont dit à propos du Rhône. Quand on a. Ah zut, vous m'entendez ou pas? non, là, ça a coupé. La dernière phrase, ça a coupé. Si on Un, peut deux, juste trois. la refaire et après, on va devoir clôturer et passer à l'intervention Je rends la place suivante. au suivant. Mais vous pouvez quand même terminer votre phrase, il n'y a pas de souci. Vous entendez cette fois? Oui, là, on vous Alors, ma entend. dernière phrase, c'était juste dire que la pensée du territoire. Parfait. La pensée Kogi est une pensée complexe et territoire égale un corps avec une tête, des bras, des jambes et une peau, des os et des pieds. Et donc, quand on a envie de Bon, je crois qu'on n'aura jamais la phrase en entier. quand on a dit bon, on va rester vers Genève, etc. Et les Kogi nous ont dit certainement pas, si on ne va pas à l'embouchure, c'est même pas la peine de l'envisager. On ne peut pas concevoir la tête sans les pieds et que donc c'est un ensemble. Et c'est pour ça qu'ils ont Très bien, on va souhaité devoir. faire ce voyage d'un bout à l'autre et que chaque je ne sais pas faire mieux. Je pense qu'on a compris Allô, allô, vous m'entendez ou pas? l'essentiel. Oui, mais ça coupe beaucoup et là, on est en train de prendre un petit peu de retard. Donc, je suis désolée, je vais devoir passer à l'intervention suivante. Mais on a bien compris voilà, qu'il y avait vraiment une idée que le fleuve est comme le corps humain et qu'il y a quelque chose de systémique et qu'on a besoin de parcourir de la source à l'embouchure pour comprendre l'ensemble des enjeux et pas seulement aller se concentrer sur un territoire ou un autre. Merci Vous beaucoup. avez l'essentiel, c'est pas. Parfait. Et du coup, on va passer à l'intervention Merci. d'Alain pour la station de sauvegarde du Célé. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Est-ce que c'est clair pour vous? Vous m'entendez? Oui, très bien. Parfait, Merci. d'accord. Donc, pour situer l'association de sauvegarde du Célé qui a lancé donc, l'initiative Le Grand Livre du Célé,
Ben, je vais vous présenter quand même d'abord un peu le territoire, parce qu'on est dans une zone géographique qui n'est pas forcément connue de tous, puisque alors, on se situe dans le bassin versant donc, de la rivière Célé, se situe à cheval entre l'Occitanie, la région Occitanie et la région Rhône-Alpes, sur 3 départements. Je ne sais pas si vous voyez les diapos que j'avais, les slides. Non? Oui, oui, là j'ai présenté la carte que vous m'aviez transmise. Vous la voyez D'accord. bien tous? Moi, je ne la vois pas. D'accord. Est-ce que les autres participants la voient? Oui, a priori c'est bon. D'accord, donc c'est là bon, je vais faire par rapport à ça. Vous voyez, donc sur la, moi je la vois pas, mais enfin je me rappelle quand même puisque je vous l'ai envoyé il y a peu de temps. Donc il y a effectivement sur ce bassin versant qui fait 1200 km², il y a 3 zones vraiment différentes, 3 mondes presque différents au niveau de la constitution enfin, géographique, géologique, au niveau des habitants, au niveau de la culture, l'agriculture, etc. Donc, à la limite, dans la démarche dont je vous parlais tout à l'heure, on a dû diviser en 3 mondes différents avec un fil conducteur qui est le scellé, qui relie donc ces 3 régions. Le scellé fait 102 km de long et donc on va de la partie amont, euh, donc dans le département du Cantal, qui est géologiquement un socle cristallin, du granit imperméable. On passe ensuite, en descendant, la deuxième partie médiane, c'est plutôt du grès, marne. Et ensuite, la troisième partie, c'est dommage, je ne vois pas les diapos. Mais enfin bon, je ne sais pas comment j'aurais pu faire pour Désolée, pour nous les elles sont bien apercevoir. présentées de notre côté en tout cas. D'accord, mais c'est pas grave. On a ensuite une troisième partie qui est assez fortement marquée par un relief calcaire, avec du calcaire plutôt, avec un relief dit karstique, hein, c'est-à-dire que l'eau a dissous le calcaire et créé donc des, un relief qui est tout à fait particulier. Et là, au contraire, des 2 autres régions qui sont imperméables, on a là une partie qui est très perméable, avec des reliefs et qui vont marquer fortement le territoire, le troisième territoire, j'allais dire, hein. Donc, par rapport à ça, l'association Sauvegarde du Silet, en 2 mots, nous sommes plutôt présents sur la troisième partie, celle que je viens de vous décrire, c'est-à-dire la partie aval du bassin du Silet. On est fortement ancré dans cette partie-là, mais bon, le souhait de l'association, c'est justement de relier tous ces mondes, ces 3 mondes en fait, hein. La partie amont, la partie médiane et la partie basse de la vallée, pour créer un document qui soit numérique ou éventuellement un document euh, papier, hein. Je pense qu'on y arrivera aussi, on aura les 2 aspects pour réaliser une fresque, un témoignage de la rivière, c'est-à-dire que bien souvent, on décrit la rivière avec des problématiques par exemple, d'études scientifiques, de documents divers qui décrivent la rivière de façon technique et beaucoup moins de façon socioculturelle. Or, on s'aperçoit qu'il y a énormément de témoignages euh, qui sont détenus par des habitants, des riverains, des gens qui viennent visiter, hein, et que tous ces témoignages, eh bien, on ne les a pas, disons, collationnés, mis ensemble dans un document. Et notre idée, ça a été d'abord de créer une plateforme qui permettrait de réunir ces documents. Et c'est ce qu'on a créé, puisqu'on a créé un wiki qui s'appelle wiki.lecele.fr. Donc ce wiki permet est relativement facile d'accès à tous, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu que ça soit trop technique pour que toutes les personnes qui veulent contribuer, ajouter un témoignage qui soit à la fois sous forme de livres, de poèmes, d'histoires, de photos, enfin,
tout ce qui est possible de réunir autour d'une rivière, on a essayé de trouver un système qui, techniquement, est bon, abordable même par les personnes qui ne sont pas spécialisées au niveau de l'informatique. Donc, c'est ce fameux wiki. Pour le moment, on a une centaine de contributions dans le wiki, si vous avez l'occasion plus tard de le voir, sur tout le domaine, hein, l'art, le patrimoine, la faune, la flore, bien entendu, enfin, tout ce qui concerne la vie de la rivière, l'agriculture, les poissons, enfin, et petit à petit, on va, à partir de tous ces témoignages, euh, bon, on a créé donc, une ligne éditoriale, hein, pour arriver à mettre ensemble tous ces documents dans un document final. Voilà. Alors, bon, pour arriver à avoir ces témoignages, c'est quasiment, bon, puisqu'on peut parler des difficultés aussi que l'on a, hein, c'est-à-dire que on organise des rencontres, des réunions dans les villages ou dans les petites villes pour essayer, pour récupérer ces témoignages lors de réunions en direct, hein, et donc et pour présenter notre initiative. Mais c'est pas toujours évident. L'enthousiasme y est. Quand on a des réunions, c'est tout le monde est très très heureux d'être là et de parler du CD, parler de la rivière, parler de l'avenir, etc. Mais après, la phase suivante, qui est la mise en ligne de tous ces témoignages, c'est là qu'on a quand même quelques difficultés, puisqu'il y a toujours peut-être cette approche bon, technique, hein, qui ne permet pas à tout le monde d'avoir accès et de pouvoir rentrer ces documents dans le wiki. Donc, c'est un travail pour les bénévoles, pour nous, eh bien, d'aller revoir les gens, les inciter, les motiver pour qu'ils mettent ces témoignages techniquement, ou alors c'est nous qui le faisons aussi, hein. C'est-à-dire que les participants, les bénévoles font ce travail pour les personnes qui ne peuvent pas, qui ne souhaitent pas rentrer dans ce système-là. Voilà, disons que une des problématiques que l'on a, c'est un petit peu ça, et également d'avoir si vous voulez, c'est peut-être un peu plus intime quand les gens, il y a plusieurs catégories de personnes qui veulent contribuer. Il y a ceux qui savent. Il y a mettons, des gens qui sont des scientifiques, hein, ou des personnes, des enseignants, des personnes qui ont le savoir et qui, là, naturellement, vont venir vers nous, hein, ont mis des contributions. Et après, le plus difficile à collationner et à motiver, ce sont les gens qui pensent ne pas avoir, que leur témoignage n'a pas vraiment un grand intérêt. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils ont une connaissance évidente de la rivière, mais ils n'en sont pas conscients. Mhm. Et c'est à partir de ça, nous aussi, on doit sélectionner un petit peu les personnes et les inciter, les motiver pour qu'ils y arrivent, leur dire, mais oui, votre témoignage, même si c'est, je ne sais pas moi, une histoire de baignade dans le CD qui s'est bien déroulée ou pas, ou je ne sais pas moi, des anecdotes diverses, eh bien, vous pouvez les raconter parce que ça fait partie de la vie et ça fait partie de l'histoire de la rivière. Donc, c'est ces personnes Parfait. qui sont quelquefois difficiles à toucher et à intégrer dans notre wiki. Ouais. Très bien, bah, merci beaucoup pour ces explications très claires et du coup la mention de ces difficultés qui sont intéressantes, je pense, pour tous à intégrer. Oui, Merci beaucoup pour votre intervention, Alain. Et puis donc si voilà les participants ont des questions pour vous, on pourra les prendre juste après la dernière présentation pour laquelle je fais intervenir Marie pour l'association Karama. Merci beaucoup Alain et bonjour Marie. merci. Alors Marie, tu as ton micro coupé. Voilà, je demandais si tout le monde m'entendait bien. Maintenant, oui. Avec un micro activé, c'est vachement mieux. Alors bonjour à tous, je m'appelle Marie Garnier, j'habite à Bamako depuis une paire d'années. Et en fait, il y a quelques années,
on a créé une association pour en fait scolariser les enfants de l'ethnie Bozo, qui sont les pêcheurs et les gardiens du fleuve. Donc, après de nombreuses années de, de contact sur le fleuve Niger, eh bien, en fait, on a eu un constat que les enfants n'allaient pas à l'école, c'était un problème d'accès pour les parents. Et on avait proposé de se dire, bah, tiens, si on se regrouperait pas un petit peu pour faire un petit centre d'apprentissage au milieu du fleuve, sur une île. Et, et les parents vraiment étaient vraiment très enthousiastes à l'idée. Donc, on a commencé avec voilà, ce que vous voyez sur l'image, des petites paillotes et voilà, des pirogues de ramassage scolaire qui emmènent ces enfants sur cette île. Donc, ça s'est très très bien passé. Il y a eu beaucoup d'engouement et du coup, on est devenu une école publique depuis quelques années. Et actuellement, on scolarise à peu près 260 enfants de 8 localités du fleuve, donc des rives et des îles du Niger. Et l'idée, en fait, c'est de faire une école qui fasse du sens pour ces enfants. Et donc, c'est d'enseigner d'une part le programme scolaire officiel malien, mais en même temps, en fait, de développer une pédagogie active, coopérative, où l'enfant, en fait, bouge et apprend avec son corps. Donc, ça, c'est vraiment notre premier axe de travail. Le deuxième, c'est vraiment, on est dans un environnement assez naturel et au milieu d'un fleuve, on est dans la capitale, on est sur une île au milieu de la capitale, dans un fleuve très pollué. Donc, l'idée, c'était vraiment de rendre sensible en fait l'environnement aux enfants et de faire des actions en fait pour le protéger. Et l'idée, c'était de dire de bonifier son environnement plutôt que le détruire. Et le troisième axe en fait sur lequel on travaille, c'est la transmission des savoirs locaux. C'est-à-dire qu'à travers en fait l'enseignement du programme officiel, les enfants apprennent des savoir-faire. Donc, dans cette école, les enfants apprennent chaque semaine de la vannerie, du bogolan, c'est de la teinture naturelle, l'élevage, on a un jardin, la danse, la poterie, les contes traditionnels et les plantes médicinales. Et on a aussi on a 25 parents qui viennent enseigner leur savoir aux enfants. Donc, on va être la réparation des filets, des moteurs, les pirogues, le henné, la coiffure, de la menuiserie. Enfin bon, les lamentins, on a un spécialiste des lamentins qui vient enseigner ça aux enfants. Donc voilà, l'idée, c'est de faire une école le plus épanouissante possible pour les enfants et vraiment en fonction du contexte et du milieu. Donc, dès le départ, en fait, on a impliqué les communautés et donc, ils prennent part à toutes les décisions. Donc, un constat en fait qu'on a eu par rapport au fleuve Niger, c'est que les enfants en fait ne connaissaient que la portion du fleuve où ils vivaient. Donc, elle est plus ou moins grande selon les expériences de chacun parce que les bozos sont vraiment semi-nomades. Et donc, en fait, les enfants ne connaissaient pas ce qu'était une source, un lac, des marais, un delta, des mangroves, des choses comme ça. Donc, l'idée, en fait, c'était de créer un jeu pédagogique pour que les enfants puissent connaître le fleuve dans son entièreté. Donc, on est passé par beaucoup d'étapes que j'expliquerai après. Mais juste pour expliquer le jeu, il se divise en 2 plateaux. C'est un premier, en fait, c'est que l'enfant en fait, se représente les différentes caractéristiques d'un fleuve et apprend des choses. Donc, vous avez le plateau 1 qui est en fait un schéma avec des images pour que les enfants en fait, apprennent les différentes caractéristiques et son importance. Il y a des petits pions pour comprendre en fait, le flux de l'eau, de son cycle, et des petites cartes en fait, aussi de réinvestissement des savoirs. Après, on a un deuxième plateau avec en fait un jeu de loi, parce qu'en fait, c'est des jeux qui sont très répandus en fait au Mali. Et l'idée, c'était de se baser sur quelque chose que les gens connaissaient. Et donc, l'idée, donc, c'est on a des pions, les enfants jouent, en fait, tirent des cartes. Donc, ça commence en Guinée.
Donc les enfants tirent une carte Guinée, posent des questions, et ensuite, en fonction des réponses correctes, ils avancent plus vite ou moins vite si les réponses ne sont pas correctes. Et ensuite, au Mali, ils ont des cartes du Mali, au Nigeria, voilà. Et c'est des cartes qui vont être sur les caractéristiques, la culture, l'économie, l'environnement. Donc, c'est des cartes qui sont pas forcément évidentes, mais le but, en fait, c'est d'apprendre en jouant. Donc, ils vont pas forcément connaître les réponses à la première partie, mais au fur et à mesure de jouer, en fait, ils vont apprendre des choses. Et donc ça s'est très bien passé avec le deuxième plateau. Mais le premier plateau, en fait, quand on a essayé, ça ne fonctionnait pas. On a dû absolument tout recommencer en fonction des sensibilités de chacun. Donc, les adultes, en fait, ont été assez touchés par cet objet, parce qu'en fait, quand on l'a présenté, donc on a commencé avec les enfants, mais après les adultes sont venus, et en fait, ils étaient vraiment émus de voir que il y avait quelque chose qui parlait de leur fleuve, qui parlait en fait de leur environnement, et impressionnés en fait d'apprendre plein de choses sur leur fleuve, qui sont en fait leur environnement premier. Donc, Marine, si tu veux, voilà, je me dépêche. Si tu veux passer à la dernière. Donc, les étapes, en fait, pour nous, ça a été. Je mets les forces et les faiblesses un peu en même temps. Ça a été du coup de chercher des connaissances sur les 4 pays. Donc, c'était pas évident parce que pas facile de trouver en fait des données fiables et récentes sur le fleuve Niger. Donc, on a dû faire appel en fait à plein de monde. Des scientifiques, d'aller voir aussi des détenteurs de savoir. Donc ça a été une sacrée aventure. Et Marine même est témoin de ça. Ensuite, il y avait vraiment aussi l'idée de prendre en compte le contexte pour faire un jeu qui soit le plus réaliste et le plus impactant possible. Donc, on a vraiment dû reprendre ce jeu plusieurs fois pour qu'il puisse en fait vraiment impacter les enfants. Donc voilà, on l'a testé plusieurs fois, et puis donc l'idée c'était de le diffuser donc sur les 4 pays, donc la Guinée, le Mali, le Niger et le Nigeria, pour que les écoles en fait au bord du fleuve puissent avoir ce jeu. Donc c'est pas une mince affaire, parce qu'il faut en fait, pour être diffusé dans les écoles publiques des pays, il faut tout un tas d'autorisations des ministères qui sont parfois, enfin qui sont pas parfois, mais qui sont lourdes de procédures et de protocoles à faire. Et donc là, on est encore dans cette dynamique-là. Et voilà. Et pour en fait la réussite de ce jeu, c'était vraiment impliquer les personnes dès le départ, donc les enfants, les adultes, de s'entourer vraiment des personnes qui détenaient ce savoir. Et du coup, en fait, la fabrication de ce jeu, ça a permis aussi de rassembler pas mal de monde. Et toutes ces informations qu'on a eues, tous ces questionnements qui se sont passés dans ce jeu, ça a permis de réunir, en fait, de réunir pas mal d'acteurs. Et ce qui en découle, c'est de se dire, bon, voilà, donc on va essayer de faire ce jeu pour les enfants, pour apprendre à la nouvelle génération, en fait, à connaître le fleuve pour l'aimer, et l'aimer pour le protéger. Et en même temps, les adultes, de se regrouper, de se dire, bon, voilà, c'est chaud, le fleuve, il est dans un sale état, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, ce qui en découle, c'est de regrouper en fait les chefs traditionnels des différents espaces de ce fleuve pour discuter, faire des actions, des zones de préservation, de faire attention de ne pas utiliser des filets trop petits, d'aller voir les autorités, d'essayer de les alerter et de dire que voilà, c'est notre ressource première et qu'il faut faire quelque chose. Très bien. On Voilà. va devoir conclure avec ces très jolies paroles. Merci beaucoup, Marie. Donc merci à nos 5 intervenants pour leurs diverses présentations. Donc du coup, à travers ces 5 présentations, on a pu voir le domaine plus de l'événementiel, celui du coup du théâtre et de la littérature,
celui plutôt relatif également au film, euh, à l'outil, à la plateforme collaborative. Et donc, on a terminé avec Marie sur le sujet plutôt des programmes qu'on peut mettre à disposition et qu'on peut créer pour les scolaires. On va pouvoir passer à notre petit temps d'échange de questions et réponses. Donc, si d'ores et déjà des participants ont des questions ou veulent réagir sur l'une ou l'autre des interventions, eh bien, c'est à vous la parole. N'hésitez pas. Je crois qu'il n'y a pas eu de questions particulières dans le chat. Est-ce qu'il y en a du coup qui vous viennent maintenant? Peut-être Oui, que tout a moi j'avais été. Oui. juste une question pour Marianne, pour savoir, j'ai peut-être pas entendu le lieu, enfin le territoire sur lequel la compagnie est active. Oui, je ne l'ai peut-être pas dit, en fait, la compagnie, elle est ancrée sur le territoire viennois, donc au bord du Rhône, dans l'Isère. Et du coup, nos actions, en fait, sont articulées entre ancrage territorial et nomadisme, c'est-à-dire qu'on a des projets qui sont vraiment ancrés comme les projets participatifs dont j'ai un tout petit peu parlé avec les habitants. Là, on travaille beaucoup avec les habitants du Pilat rhodanien depuis plusieurs années. Voilà, il y a des groupes de personnes qui s'embarquent avec nous sur des projets de création où la question fluviale est un peu au cœur. Donc ça, c'est des projets qui sont vraiment ancrés et qui tournent dans le territoire local, on va dire. Et puis des formes professionnelles, on va dire, donc spectacles ou petites formes, qui elles sont destinées à déambuler. Voilà. Donc on a travaillé vraiment sur le Rhône, qui est un peu notre fleuve matrice depuis des années, mais c'est pas qu'on n'a pas envie d'aller sur d'autres fleuves. On a très très envie, mais c'est pas toujours simple voilà, de tisser des correspondances avec d'autres territoires, d'autres fleuves. On a vraiment cette envie-là. Ça aurait du sens, en tout cas. Merci. Merci. Je vois que Sophie a levé la main. Oui, bonjour à tous et merci pour ces super interventions et tous vos beaux projets. J'avais aussi une question pour Marianne, notamment, nous, c'est vrai qu'on n'a pas, enfin, donc je travaille, pardon, pour Initiative pour l'avenir des grands fleuves, je l'ai pas précisé, avec Marine. On a souvent des questions sur des festivals ou des événements qui cherchent à programmer des artistes. Donc, Marianne, si je comprends bien, vous avez un spectacle en lien avec le fleuve qui peut quand même tourner sur invitation de certains organisateurs d'événements en France, en tout cas. Oui, en fait, en réalité, on a plein de choses dans nos bagages, c'est-à-dire des choses qui ont été créées sur les cycles précédents, sur les années précédentes, et qui sont prêts à tourner selon voilà, les demandes et les circonstances. Et puis, on a des formes qu'on est en train de créer voilà, qui sont également disponibles, enfin, bientôt disponibles, qui sont en gestation. Et voilà. Donc effectivement, oui, on a là prochainement, le prochain rendez-vous pour nous, c'est par exemple le 14 juin où le parc naturel du Pilat nous a demandé d'intervenir lors des journées de la biodiversité. Donc on va clôturer la matinée et la journée avec une petite forme musicale et théâtrale qui s'appelle L'arbre fleuve, lecture sauvage en ripisylve. Donc à Wow. chaque fois nos formes proposent en fait un regard particulier sur un aspect du fleuve ou sur une dimension. Et là, on s'est intéressé à cette dimension de la ripisylve. Rien que le mot, il nous fait rêver en fait. Et ce corridor, c'est ce couloir de verdure en fait, de végétation qui borde les rives du fleuve. Donc ça évoque aussi la forêt alluviale, etc. Et qu'est-ce que cette richesse comment dire, écologique, de biodiversité, de ces milieux-là, de ces écosystèmes-là, comment en parler, comment dire, comment ça peut nous emmener aussi dans un rapport aussi à l'invisible. Tout à l'heure, Michel parlait de l'invisible, j'ai beaucoup aimé parce qu'on est vraiment sur ces recherches-là aussi, sur ces registres-là. Très bien, super. Et bien justement, il y a une main levée du côté de Michel. Oui, moi, merci. C'est une question pour Marie. Je trouve le projet magnifique. D'abord, est-ce que ce jeu a été édité, d'une part, et est-ce que vous avez envisagé de le modéliser? Parce que je trouve que ça pourrait s'appliquer à d'autres fleuves. Enfin,
au Rhône, évidemment, parce qu'on a parlé du Rhône, mais ça pourrait le Célé ou autre endroit, non? Voilà. Eh bien, Merci. tout à fait. C'est, on l'a édité. Donc, d'ailleurs, on a reçu en fait un prix de Initiative pour l'avenir des grands fleuves pour en faire une cinquantaine que l'on est en train de diffuser en fait dans les 4 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et l'idée, en fait, et on a eu plusieurs propositions aussi, bah, d'adapter ce jeu en fait à d'autres fleuves Hmm. et de diffuser en fait bah voilà à travers le jeu de faire connaître en fait les fleuves dans leur entièreté et de voir en fait toute leur richesse et les problématiques aussi qu'il y a et tout l'aspect culturel aussi qu'il y a autour de ces fleuves et c'est très différent en fait de sa base à son delta et voilà l'idée c'est de communiquer là-dessus et d'en faire des autres, Merci. c'est l'idée. Ouais. Super. Avant de prendre votre question, Sabine, j'avais une question dans le chat d'Oméo pour Michel, justement. Donc, Oméo demandait quels sont les défis que vous avez pu rencontrer lors de votre parcours avec les Kogi. Ou alors il y en a eu un certain nombre, comme je le disais tout à l'heure, déjà les échanges avec les scientifiques, la contradiction. Ensuite, un défi de logistique, parce que vous prenez 5 personnes qui viennent d'une autre culture, il faut prendre le temps de les ménager, de leur donner du temps aussi de repos. Savoir que les Kogis travaillent aussi, eux, ils travaillent beaucoup la nuit. Et pas tellement. Et le jour, ils observent, et à part le gouverneur, qui était vraiment celui qui a parlé le plus, les autres ont surtout écouté les lieux, et vraiment. Et ensuite, la nuit, ils débriefaient tout ça, et le lendemain, il y avait des réponses aux questions. Donc, il y avait vraiment ce défi logistique de créer des conditions pour que le dialogue puisse avoir lieu finalement dans les meilleures conditions. Et surtout en évitant d'arriver toujours avec nos gros sabots d'occidentaux de je sais, moi je. Et donc ça a demandé un certain nombre de, parfois éventuellement peut-être en tout cas de clarification et de clarifier les intentions à chaque fois pour que les choses soient vraiment claires au niveau de de toutes les personnes présentes. Il ne s'agissait pas de venir dire on est plus fort, nous c'est comme ça, vous c'est comme ça. C'est juste dire ok, il y a 2 points de vue et des points de vue qui sont amenés à se regarder sans se juger, mais en voyant que justement comment de ce dialogue des choses peuvent sortir. Je veux dire, voilà, c'est peut-être ça la réponse que je pourrais donner, le plus gros défi. Très bien, merci beaucoup. J'espère qu'on a répondu à votre question, Oméo. Et du coup, je vais prendre la question de Sabine. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, bah, moi, c'est plus un témoignage. Et puis, bah, déjà, c'est pour vous remercier parce que c'est vrai que c'est vraiment intéressant d'avoir toutes ces expériences qui sont présentées et dans lesquelles forcément on se retrouve aussi avec nos difficultés, nos expériences, nos réussites et puis des idées qui se croisent. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant. Moi, malheureusement, je n'avais pas pu assister au précédent webinaire, mais je trouve que c'est vraiment, vraiment important. Voilà, donc moi, le témoignage, bah, c'est déjà que nous, on fait un. Moi, je porte un festival qui est donc un festival autour de l'eau, ma raison d'être là. Donc, il s'appelle Émergence, qui est à Aramon, qui est dans le Gard, au bord du Rhône. Et en effet, quand j'écoutais la présentation du festival Les yeux dans l'eau, voilà, c'était pour appuyer aussi, parce qu'évidemment, bah, j'ai réagi. Enfin, il y a beaucoup de choses. Enfin, on se connaît hein, avec le festival, on s'est malheureusement jamais rencontré, à part en ligne. Mais c'est vrai que oui, on est sur les mêmes difficultés et financières et de support d'équipes bénévoles qui parfois s'épuisent et qui malgré tout sont toujours là. Mais c'est vrai que ça repose quand même beaucoup une belle énergie collective qu'il faut animer, garder. Voilà, donc c'est un vrai travail. Et puis aussi cette difficulté à sortir du réseau des gens qui sont intéressés, qui sont déjà voilà, un public captif, et d'aller au-delà. Alors c'est intéressant parce que la démarche de fil de l'eau, des yeux dans l'eau, c'est d'aller à travers le cinéma. Et nous, on a pris un média qui est celui que moi je connaissais à la base, puisque moi je suis productrice de musique. Donc en effet, c'est celui de la musique.
et d'aller interroger chez les artistes voilà, à quel moment l'eau vient les interpeller. Voilà, alors nous, le festival, du coup, je fais un petit peu de com en même temps. Donc le festival aura lieu du 12 au 14 septembre cette année. Et d'ailleurs, on va avoir une présentation d'un concert que je voulais faire depuis longtemps qui s'appelle, en fait, qui est à partir du poème du Rhône de Frédéric Mistral, mis en musique par Henri Maquet. Voilà, donc évidemment, tout le monde est bienvenu pour venir donc du 12 au 14. C'est à Ramon, c'est à 10 minutes en aval d'Avignon. Voilà, mais du coup, je ferai passer sur le chat et tout ça. Enfin, je ferai Oui, passer les très infos bien. quand on les aura. Et puis, une dernière chose aussi, je voulais remercier aussi par rapport Marie et Michel. Et Marie, oui, je réagis, enfin Marie du Niger. Parce que moi, voilà, pour être à Ramon, d'y avoir grandi et puis avoir aussi travaillé avec les écoles et tout, je me suis aussi souvent fait cette réflexion de la partialité, du côté parcellaire, pas partial, parcellaire que nous avons de la connaissance d'un fleuve. C'est-à-dire que moi, ayant grandi au bord du Rhône, je ne m'étais jamais réalisé avant de travailler sur ce festival, donc il y a 5 ans, qu'en effet, le Rhône prend sa source 400 km en amont de Genève, c'est-à-dire qu'on démarre par un glacier dont on va parler d'ailleurs beaucoup puisqu'il s'épuise, mais qu'en effet, on a un petit ruisseau à un moment qui devient cette espèce de grand fleuve énorme dont nous, on voit l'embouchure puisqu'on est, on est à quelques kilomètres du delta. Et c'est vrai que moi, j'ai souvent eu cette envie, et c'est un peu le travail qu'on fait, de travailler avec les élèves sur une vraie connaissance de bah, qu'est-ce que c'est que ce Rhône, quoi, voilà. Et même à travers la musique, parce que forcément, les traditions musicales qu'on va avoir dans les montagnes suisses ne sont pas les mêmes que celles qu'on va avoir au bord de la Camargue, quoi, voilà. Et je trouve ça hyper intéressant et je suis vraiment intéressée de savoir aussi cette déclinaison de ces cartes parce que je pense qu'il peut y avoir un jeu qui pourrait être fait ici et du coup qui amène à ce regard sur ah bah oui, ça c'est le Niger, mais est-ce que chez moi c'est pas la même chose en fait et c'est quoi les lacs et c'est quoi les barrages et qu'est-ce qui se passe ici? Alors, typiquement, pour répondre à cette remarque, nous, donc Initiative pour l'avenir des grands fleuves, avons développé un outil pédagogique qui s'appelle la fresque des fleuves et qui permet justement, avec un système de cartes, de recomprendre comment le fleuve s'insère dans son bassin versant et d'aborder tous les usages et les impacts que usages que les sociétés peuvent avoir des fleuves et les impacts que ces usages ont en retour et notamment les solutions qu'on peut mettre en œuvre pour avoir une gestion plus durable et équilibrée de ces écosystèmes, avec également des petits quiz qui font des focus sur les grands fleuves, donc notamment le Rhône, la Seine, la Loire, et puis à terme, ça sera amené à se développer sur d'autres fleuves français et internationaux également. Super, bah voilà. Mais ça peut être bien aussi d'avoir le côté, voilà, justement, avec le Niger, parce Aussi que c'est scolaire, tout à fait. aussi une ouverture sur un autre, voilà, c'est aussi ça, les fleuves, quoi. Et nous, c'est vrai que moi, dans le festival, bon, en plus, moi, je suis très musique du monde, donc là, cette année, on va avoir Big Bassi, qui est un artiste ivoirien, enfin, donc c'est aussi ça, quoi, c'est de faire ces rencontres multiples sur d'autres horizons. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci beaucoup pour ces diverses remarques. Et je lis juste le commentaire de Nathaël Garnier qui nous explique que donc au péniche du Val-de-Rhône, donc à Lyon, il travaille également avec les enfants sur la notion du fleuve dans sa totalité en utilisant l'outil fleuve grandeur nature. Voilà, qui est une mallette pédagogique pour aborder tous les enjeux et les divers sujets qui peuvent être reliés au fleuve et aux cours d'eau en général. Merci aussi pour ce commentaire. Est-ce qu'il y a une dernière petite question avant qu'on passe à la mise en perspective? On a encore 2-3 minutes si jamais une dernière question se pose. Et puis sinon, on va pouvoir prendre donner la parole à Laurence de l'association ARS Longa. Oui, Michel? Alors, votre micro est coupé. Pardon, Voilà. excusez-moi. Oui, je disais juste une observation, c'est que Chendoukoua travaille aussi sur l'eau, pas seulement. On travaille également sur l'eau en Colombie pour la préservation des sources, puisque, comme vous le savez, les sources sont en liberté souvent et que les animaux et les humains boivent la même eau.
ce qui pose des gros problèmes, évidemment, pour la santé humaine. Et ce que nous avons en préservant des sources, ça permet que les enfants ne soient plus malades. Et là, c'est extrêmement concret. Et en parallèle, nous avons développé, en cours de travail, tout un travail autour de la pédagogie de l'eau, justement, mais cette fois, non pas lié au fleuve directement, mais plutôt à l'usage de l'eau des rivières chez eux là-bas, pour apprendre aux enfants dans les écoles là-bas, que les enfants puissent comprendre les enjeux de l'eau et comment préserver l'eau aussi. Voilà. Donc, c'est un autre travail qui est fait sur place, qui rejoint un peu le Très travail. bien. Voilà. Un petit témoignage. Merci beaucoup. Très bien. Eh ben, Laurence, je vous passe la parole pour nous faire une petite mise en perspective de ce sujet de la sensibilisation. Si vous êtes bien toujours parmi nous. Laurence? Bon, je vais peut-être un problème de micro. Voilà. Donc, Oui, c'est vous pas grave. m'entendez? Ah, oui, voilà, on vous Voilà, entend. excuse-moi. Je trouvais plus l'endroit pour mettre mon micro. Oui, bah, peut-être du coup, vous m'entendez? C'est bon? Oui, 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 très bien. Ok, super. Non, mais c'est parce que merci déjà parce que c'était vraiment riche et peut-être juste de notre je pense que ça va être très complémentaire, c'est peut-être de voir nous à notre endroit, ben, je vais reprendre la phrase qui disait c'est des réponses différentes à des problèmes fondamentaux et ce qu'on voit, nous aussi, c'est que finalement, il y a beaucoup de réponses différentes et complémentaires aujourd'hui à ces problématiques. Là, on l'a vu bah, là dans le monde et on voit que aussi bah, en Europe aussi, ça travaille beaucoup. Et ce qu'on observe, c'est que finalement, quand on commence en fait à mettre ces pratiques en fait en parallèle, à regarder, ça tisse vraiment bah, des cartographies sur. Là, on a beaucoup, finalement, il y a beaucoup de points communs sur le fait de comment aujourd'hui on reprend aussi des rapports sensibles, comment on change aussi le rapport de relation finalement entre. Laurence, Oui, je me permets juste de vous interrompre, peut-être juste vous ah oui, représenter et pardon. représenter l'association parce que c'est vrai on n'a pas posé le contexte. Pardon, je suis allée trop vite, c'est Merci. parce que j'étais vraiment très intéressée par Du coup, en fait, donc Ars Longa, c'est une association qui, à la base, en fait, travaille sur des questions de design. Mais de design vu d'un point de vue, pas de design d'objet, mais de design, en fait, bah, de processus de rencontre, de processus de travail. Comment, finalement, on travaille de manière sociale bah oui, à faire de la rencontre et comment on imagine, en fait, les processus pour le faire, si je le dis assez simplement. Un des points de travail là-dedans, d'Ars Longa, nous, on n'est pas spécialiste en fait du fleuve. On y est arrivé par un autre endroit, c'est parce qu'on est à un moment donné, dans l'ensemble de notre travail, on était assez convaincus des questions écologiques et qu'on s'est dit que un des points qui nous tenait à cœur, c'est de voir comment reconnecter en fait humain, non humain, toutes les formes de vie, etc. On a donc eu certains projets et notamment un qui a commencé à expérimenter sur les berges en fait de Seine différentes manières en fait et qui recoupe d'ailleurs ce qu'on a entendu là. Ça pouvait être par exemple comment à partir de la berge on a un travail de resensibilisation et de retrouver un peu on dirait les couches d'histoire aussi, les différentes usages qui ont eu, les différentes histoires que les gens ont eues avec la scène. Vraiment commencer en fait ça. Après de se dire, bah, ça peut être aussi de manière complémentaire en fait, comment on reconnecte par exemple en se disant, bah, pour tisser de la relation. Donc bah, nous, c'était le vecteur, c'était de fabriquer des bateaux, après de faire de la régate de se dire, bah voilà, il y a aussi tout un environnement festif qui peut être retrouvé, essayer comme ça de monter une petite chaîne.
Et là, on est dans un projet actuellement qui s'appelle le projet PENS, en fait, qui est de voir comment ça, en fait, on peut le partager avec d'autres à l'échelle européenne et d'agrandir, en fait, on va dire, le spectre de pratiques, en fait, qui sont un peu comme ce qu'on a testé nous, mais qui pourraient être mise en lumière et mise en perspective de manière complémentaire et qui, une fois, en fait, c'est on voit qu'il y a beaucoup de pratiques séparées, mais que des fois, ce dont tu aurais besoin, en fait, aujourd'hui, c'est d'arriver à cartographier, finalement, un ensemble de pratiques comme là, on le voit, finalement, c'est-à-dire qui travaille sur des outils éducatifs, qui travaille sur des microformes qui, par exemple, par, à un moment donné, ce qui était dit, des lectures fluviales ou des lectures au musée, retissent un type de relation, en fait, si comment on le regarde, il y a des secteurs différents, mais on peut aussi regarder que tout ça retravaille du dialogue, de la relation, du sensible. Et ce qu'on aimerait faire, en fait, c'est commencer à faire le lien entre ces pratiques et à valoriser aussi les types de manières dont ça travaille, la plus-value, comment de manières différentes on peut travailler le sensible et aussi parce qu'il nous semble que dans le moment, bah, on voyait aussi des fois dans les questions de faiblesse, enfin, le moment il est aussi difficile pour trouver des modèles, pour trouver une économie, etc. Et qu'il nous semble qu'en plus ça peut permettre enfin, faire ces liens-là et faire se rencontrer, et notamment par la coopération européenne, ça peut permettre aussi bah, de partager des méthodes, de renforcer aussi des fois bah, des compétences et de gagner du temps aussi pour tout le monde, tout en revalorisant. Et je trouvais très intéressant aussi, par exemple, la question du wiki, parce que c'est cette question aussi d'écriture collective, par exemple, et on trouve que c'est vraiment important. Et comme le disait la personne, bah, que toutes les parties prenantes soient là, c'est-à-dire qu'on ait aussi des savoirs qui soient pas uniquement en fait des savoirs d'experts, mais que si voilà, il y a besoin aussi de valoriser tout un ensemble de paroles. Donc merci beaucoup, parce que finalement, ça rejoint beaucoup de choses et ça nous confirme qu'il y a, enfin, la question n'est pas tellement aujourd'hui d'avoir enfin, il y a besoin de développer des nouvelles pratiques, mais il nous semble qu'il y a aussi besoin de beaucoup valoriser et faire le lien entre ce qui existe à l'image de ce webinaire. Mais voilà, et nous, notre angle, c'est européen. Très bien, merci beaucoup. Alors, avant de se quitter, quelques petits points. Ah, les actualités, pardon, notamment du label. Donc, on avait lancé en janvier dernier un nouvel appel à candidature qui se clôture le 30 mai prochain. Donc voilà, il est encore temps et de candidater si vous le souhaitez pour un nouveau projet que vous mèneriez au sein de votre structure, ou bien de le relayer auprès de vos réseaux. Donc, on compte sur vous. Prochainement également arrivera le reporting de l'année 1 de labellisation Living with Rivers. Donc un questionnaire Google Form vous sera prochainement envoyé, certainement courant juin, et il sera à compléter avant le 8 septembre prochain. Enfin, pour rappel, on a un groupe WhatsApp dans lequel vous pouvez partager vos actualités ou les informations importantes que vous identifiez sur le sujet des fleuves. Voilà, on compte maintenant aujourd'hui 22 membres, donc n'hésitez pas à prendre part aux échanges. Notre prochain rendez-vous également, donc le quatrième webinaire de la communauté Living with Rivers, qui aura lieu au deuxième semestre, certainement au mois de novembre ou décembre. Donc on reviendra vers vous avec la date plus précisément. Donc comme on a l'habitude de le faire, on va vous laisser choisir la thématique. Donc entre pas de thématique, et l'idée serait d'avoir des échanges plus libres sur les actualités et les projets de chacun. Ouais, alors voilà, deux autres propositions de thématiques, soit sur la préservation et la renaturation des cours d'eau, soit sur le sujet plutôt des pratiques agricoles. Donc là, normalement, il va se déclencher à votre écran un sondage et vous pourrez répondre. Le sondage sera d'abord en français et puis après, il y a la version anglaise qui suivra certainement. Voilà, bah, les deux versions s'affichent. C'est très bien. Donc voilà, je vous laisse cocher la thématique qui vous intéresserait le plus.
Et en attendant, les prochains rendez-vous toujours, donc le colloque IS River à Lyon qui aura lieu du 30 juin au 4 juillet et l'événement donc du 10 au 21 novembre, la COP 30 à Belém. Donc nous, IAGF, notre délégation sera sur place du 4 au 11 novembre et notamment à cette occasion aura lieu le 10 novembre, si je ne dis pas de bêtises, la remise des prix Living with Rivers 2025. Voilà pour les actualités. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation. Notamment, je remercie également tous nos intervenants. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation dans vos projets et nous restons à votre écoute si besoin. Merci beaucoup à tous. Merci de nous avoir accueillis. Merci Marine. Merci. Merci beaucoup. Marine. Belle journée. Merci. Merci à vous. Merci. À bientôt. À Merci à bientôt. tous. Et n'oubliez pas de répondre au sondage avant de partir. Juste une question, est-ce qu'on aura éventuellement les coordonnées des autres intervenants? Et ce serait bien. Ce serait pas mal. Oui, tout à fait. pourrait être On peut partagé. on peut vous mettre en relation. Ouais, pas mal. Donc on a peut-être des choses à se dire. Bonne Avec idée. grand plaisir. On a, Très parlé, bien. on a parlé de tissage, bah, tissons. Carrément. Je prends note. Merci. Merci. Merci à vous. revoir. Au revoir. Au revoir.